Je fais des grosses généralités parce que nous ne sommes pas comme ça. Mais je le dis avec amour et respect, je me mets dedans. Mais pourquoi ça coince? Alors globalement parce que nous avons un environnement scolaire, j'ai mis entre guillemets hostile, c'est-à-dire hostile à certaines caractéristiques de ces enfants-là. Un environnement scolaire entre guillemets mal outillé. Nous ne sommes pas forcément au départ très formés et conscientisés par rapport aux difficultés spécifiques et surtout par rapport aux ressources spécifiques sur lesquelles on pourrait s'appuyer. Et puis aussi parce qu'il y a une espèce d'immersion sauvage, sans soutien de la langue maternelle. Quand on est dans des milieux, les fils de profs qui vont faire de l'enseignement en immersion, ben, ils sont en immersion, mais il y a un soutien de la langue maternelle. Ils sont en immersion en langue étrangère, mais il y a un soutien de la langue maternelle. Ces petits enfants-là qui viennent en plus de milieux très souvent où les ressources pédagogiques, didactiques ne sont pas forcément dans la famille, on les met, hop, en français scolaire, mais il n'y a pas de soutien de la langue maternelle. Or, il faudrait évidemment que ça avance. Et puis, malgré tout, historiquement, culturellement, intellectuellement, civilisationnellement, je ne sais pas comment le dire, les diversités ethno-socio-culturelles dans nos écoles, c'est un sujet sensible, et la question linguistique aussi. Hein, on a très peur des communautés, des communautarismes. On est le pays le plus communautarisé au monde. Ouais, hein. Vous voyez, c'est le truc, la projection du danger sur nos propres tares, nous les projetons sur les autres. Je fais une grosse généralité abusive, mais c'est quand même très difficile à travailler, ça. Et je pense que c'est une des priorités, parce qu'on ne peut pas agir, enfin si, on peut agir à tous les étages du système. L'étage sur lequel nous pouvons agir, me semble-t-il, le plus rapidement, en principe, ça devrait être nos propres regards sur. Les élèves ne sont pas assez regardés dans ce qu'ils sont capables de faire, sont réduits à un manque par rapport à des normes, et certaines langues maternelles, je ne veux pas revenir là-dessus, sont identifiées comme problématiques. Hein. Un fils de Suédois, on dira aux parents, surtout gardez bien le suédois, patrimoine pour le futur. Un petit turcophone, on lui dira surtout le turc, c'est un handicap pour la... Donc il y a des connotations aussi par rapport à des langues. Or, pour ceux qui n'en maîtrisent pas les codes, ces hiérarchies linguistiques et culturelles sont anxiogènes. Elles sont là. Elles ne sont pas forcément exprimées. Hein. On ne dit pas, vous savez, votre culture d'origine, votre culture, votre mode d'emploi éducationnel et votre langue, nous les percevons comme des handicaps. Ce n'est pas verbalisé, mais c'est très exprimé. Il n'y a pas besoin de le dire, ça se voit. Les dissonances culturelles, quand elles ne sont pas prises en compte, mettent les enfants et leurs familles dans une posture que j'ai appelée d'incompétence non verbale, qui est préjudiciable au développement des capacités langagières. Et donc, paradoxalement, pour développer les compétences langagières, il faut d'abord travailler ce qui est autour, les rituels, les implicites, les modes d'emploi, accueillir les dissonances, parce qu'il n'y a aucun problème à mettre plusieurs codes l'un à côté de l'autre. On peut faire du « et ». Tous les enfants sont capables de faire du « et ». Ils sont dans la plasticité neuronale idéale. Pour nous, à partir de 50 ans, ça devient plus difficile. Hein, on est moins... Ouais. J'ai pas le temps. Mais... j'ai pas le temps. Ce sont... Combien de temps? Non, j'ai plus le temps. Bon, alors, que faire? On demande à Anne-Sophie un moment. Si on a le temps, je reviendrai aux deux exemples, parce qu'ils sont très... enfin, pour moi, ils sont... Mais non, mais je pense aux pauvres qui m'entendent pour la 182e fois et qui entendent les mêmes exemples, mais je trouve qu'ils sont pour... Allez, je prends... Je prends, ce sont des sorcières. Très précoces, parce qu'il est précoce. Donc, un camarade sociologue congolais, élevé par des pères blancs, qui a fait tout son cursus, vous voyez, qui est parti comme coopérant au Sénégal au nom des pères blancs belgo-congolais, et puis qui s'est retrouvé à l'université de Louvain en train de faire un doctorat, et donc qui a étudié un peu, qui renverse un peu la manière d'étudier. D'habitude, c'est les blancs qui regardent, hein, et lui, il renverse un peu les choses. Et on lui a demandé de venir à la crèche de Droix à Liège, où il y avait une concentration de mamans africaines et de bébés africains, et avec les puéricultrices qui n'en peuvent plus. Enfin, vous voyez, donc on a fait un regard croisé sur comment les puéricultrices voient les mamans africaines. Je ne vais pas vous faire la liste,
Hein, ils sont toujours en retard, on leur dit de ne pas garder l'enfant, mais elles le gardent. On leur dit qu'il va pleurer toute la journée, elles le font quand même. On leur dit, enfin, etc. Justement, elles ne cadencent pas, elles ne rythment pas, elles font à la demande. Enfin, voilà, hein. Alors, beaucoup plus intéressant, c'est on a demandé aux mamans africaines comment elles voyaient les puéricultrices. Alors là, encore une fois, c'est des généralités abusives, mais ce sont des sorcières. Donc, et qu'est-ce qui vous fait dire que ce sont des sorcières? Elles n'aiment pas les enfants, ça devient plus intéressant. Qu'est-ce qui vous fait dire qu'elles n'aiment pas les enfants? Et donc là, ça devient très intéressant, parce qu'effectivement, la maman africaine, vous voyez, toutes les mamans ont la consigne de ne surtout pas lâcher le bébé. Hein. Donc nous faisons toute violence, pour celles qui ont dû le faire, pour retourner au boulot, après 4 mois de congé de maternité, déposer l'enfant à quelqu'un d'autre pour aller travailler. Ça, c'est pour toutes les mamans. Mais si en plus je viens d'une culture où l'inconscient collectif dit « restez groupir, surtout pas lâcher, je suis une mauvaise mère », c'est déjà une démarche très difficile, elle n'a pas le choix. Elle fait un programme d'insertion socio-professionnelle, on lui a dit « tu vas de telle heure à telle heure, sinon plus de ces... » voilà. Donc elle est bien obligée de mettre l'enfant à la crèche. Elle arrive, elle détache son bébé qu'elle a au corps à corps dans cette période précoce. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va les mettre sur les genoux de madame. Qu'est-ce qu'elle fait, madame? Elle a fait une formation psychomotricité au couturier. On lui a dit surtout pas fusionnel avec l'enfant, dimension verticale. Voilà. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend le bébé et elle le dépose à 1,50 m. Donc, elle n'aime pas les enfants. Donc, voilà. On est dans le malentendu, comme très souvent nos collègues de maternelle qui nous disent ah, c'est pas possible, et les mamans turques et marocaines, elles sont là, il n'y a pas moyen de les mettre. Mais moi, j'ai un horaire à respecter, c'est 8h25, et elles sont là, et elles papotent, et en plus, elles papotent en turc, elles restent. Voilà. Et effectivement, on est dans un mode d'emploi où la demande, c'est soigner la relation, être ensemble, vérifier que nous sommes bien ensemble en train dans la confiance, en train de nous faire confiance pour éduquer, voilà. Et effectivement, le code scolaire, il est dans, attention, on organise 1, 2, 3, 4, 5, 6.